Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le draft et le scellé à l'intérieur de Altered. On va parler aujourd'hui de comment estimer si une carte est forte en règle générale, c'est-à-dire à tout moment, que ce soit sur du draft, du scellé ou tout simplement en construit. Bien pour cela, en fait, on va utiliser quelque chose qui s'appelle la théorie du Magic Quadrant. Alors, si vous ne connaissez pas ça, je vais vous partager un petit article que vous pourrez retrouver à l'intérieur de la description. Cet article, en fait, il a été produit par cette personne et donc il explique pas mal de choses sur comment drafter au mieux dans Magic. Donc, justement, cette théorie du Magic Quadrant, je voulais un petit peu simplifier pour vous la présenter, puis ensuite je vous montrerai comment vous pouvez l'appliquer vous à l'intérieur de Altern. Alors, la première partie de la théorie, donc les quatre axes, c'est l'ouverture ou le développement. Ça, c'est en fait en gros la main de départ. C'est ce que vous souhaitez vraiment avoir cette carte en début de partie et est-ce qu'elle va avoir une bonne influence sur le reste de la partie. La deuxième partie du Magic Quadrant, c'est la parité. Donc là, en gros, c'est le moment où on commence à avoir joué un petit peu dans la partie, mais je domine pas vraiment mon adversaire. Il me domine pas vraiment non plus. Troisième axe, c'est la victoire, tout simplement. Ce sont les conditions de victoire. À l'intérieur de Magic, on parle des grosses créatures, par exemple, qu'on le vole, et donc ça, celles-ci vont permettre de faire bien plus mal à l'adversaire et peut-être de prendre une partie juste en utilisant cette carte-là. Voilà, vous avez donc des cartes qui vont permettre d'être des win conditions, des conditions de victoire, et donc ça, c'est le troisième axe. Le dernier axe, qui est aussi un axe important, c'est les cartes qui vous évitent de perdre. En fait, bien souvent ici, on va classer beaucoup de sorts, etc. Et sont les parties où vous allez vous dire, bon là, je perds, sauf si je pioche cette carte, sauf si j'ai cette carte qui est une solution et qui m'évitera de perdre. Donc ça, c'est le quatrième axe, l'axe qu'on appelle défaite, mais qui est en fait tout simplement éviter la défaite. Maintenant, bien, une fois qu'on a déjà les bases, et si vous êtes intéressé, vous pouvez même aller davantage piocher à l'intérieur de cet article, il est très intéressant et je vous engage d'aller le lire et aller essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Je vais vous montrer moi comment je l'ai converti à l'intérieur de Altered pour utiliser ce qu'on pourrait appeler l'Altered Quadrant. Et donc je vais vous présenter moi les quatre axes qui pour moi sont les axes de Altered, différents légèrement de Magic. Le premier, ça va être l'impact dans la main de départ. Ici, dans Magic, on va avoir la possibilité de piocher des terrains qu'on va devoir poser, etc. Ce n'est pas le cas dans Altered. Dans Altered, le mana, c'est plus ou moins les cartes que vous allez discard, que vous allez défausser de votre main. Et donc, vous n'avez pas de problème de mana. Donc les cartes que vous allez avoir dans votre main de départ, il faut qu'elles soient impactantes. Ça, c'est le premier axe, c'est l'impact qu'une carte va avoir si vous l'avez dans votre main de départ. Le deuxième axe, c'est la valeur que la carte va avoir en cas de pioche ou en cas de réapprovisionnement si vous avez une main vide. Donc on va partir d'une main vide, mais bien sûr, ça va aussi avoir à peu près la même valeur si vous avez une autre carte en main ou déjà une carte à l'intérieur de votre réserve. En gros, c'est le deuxième axe qui est important. Valeur en cas de pioche ou de réapprovisionnement avec une main vide. Le troisième axe, ce sera est-ce que cette carte peut vous faire gagner une partie ou plusieurs parties. On verra qu'il y a quelques cartes qui peuvent justement vous faire gagner une partie et on s'intéressera un petit peu à ces cas précis. Et enfin, on aura une carte qui peut peut-être vous sauver une partie. Donc la partie est très mal engagée, vous piochez cette carte-là, vous pouvez arriver à renverser la vapeur et peut-être, qui sait, emporter la partie à la fin. Donc cette dernière partie, c'est un peu ce qu'on pourrait rapprocher dans le cadran de l'axe défaite. On va s'intéresser un peu plus donc à la première partie, au premier axe d'Altern, l'impact dans la main de départ. Alors l'impact dans la main de départ, en fait, il va justement falloir que le coup de main soit faible. Ça, c'est très important. Il faut que ce soit un sort ou une créature qui soit jouable rapidement et qu'elle ait un coût de réserve adapté idéalement pour pouvoir rejouer la carte de la réserve. Donc ça, c'est assez important pour pouvoir se permettre en fait de planifier sur le premier et le deuxième tour quelque chose avec les cartes que vous avez en main de départ. Idéalement, vous devez pouvoir réfléchir au
tour 1, donc quand vous avez 3 manas, mais aussi au tour 2 quand vous aurez 4 manas, et peut-être même éventuellement au tour 3 quand vous aurez 5 manas. Donc c'est assez important de réfléchir et de se dire, bon bah mon coup de main va me permettre de faire ça au tour 1, me permettra peut-être de faire ça au tour 2 et peut-être de faire ça au tour 3. Donc on va ajouter bien sûr les effets bruts de la carte qui vont vous permettre de réaliser des choses intéressantes et enfin un effet de soutien si la carte en possède. Là ici j'ai mis deux exemples, la fée clochette. En fait la fée clochette pour moi c'est l'un des meilleurs impact play qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur d'une main de départ. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose déjà qui a des statistiques qui sont excessivement correctes. On a 1, 3 et 3, ce qui est très bien, ça va souvent nous permettre de prendre un côté du board et peut-être de laisser l'autre. Et surtout en fait elle nous permet de planifier un petit peu plus sur le long terme et de saboter une carte de l'adversaire, donc de commencer à gagner des cartes par rapport à l'adversaire, c'est-à-dire de lui user des cartes là où nous on en utilisera un petit peu moins. La prestidigitatrice, elle, est une carte justement qui va permettre de prendre de l'avantage parce qu'elle est quand même relativement facile à jouer et relativement facile à rejouer. Ça, ce sont des cartes en fait qui sont très flexibles et on adore avoir ce genre de cartes en main de départ. Ça reste une très bonne carte, un peu moins bonne que la flécolochette, mais ça reste une très très bonne carte qu'on va classer assez haut dans l'axe de l'impact de la main de départ. En fait, c'est assez simple. L'impact dans la main de départ, il va correspondre à une question. C'est vais-je gagner un côté ou les deux côtés, ou est-ce que je vais prendre un avantage suffisant lors du début de la partie grâce à cette carte? Là, je vous mets deux autres exemples que je trouve assez pertinents. Le premier, c'est le roi grenouille. Le roi grenouille, c'est pareil, c'est une carte qui a excessivement beaucoup de statistiques. C'est une 3-0-3, elle va souvent vous permettre de prendre un côté et derrière d'anticiper, peut-être même sur le deuxième tour, de sécuriser un deuxième côté. Cernunos, lui, la version rare de Cernunos, mais la version commune est déjà excellente aussi, va vous permettre d'avoir pour 3 manas une 4-4-4. C'est quasiment incontestable au premier tour, ce qui veut dire que vous allez jouer votre Cernunos et vous gagnez un côté, c'est une certitude. Donc ça, c'est des cartes qui ont des très forts impacts dans la main de départ, d'autant que Cernunos, pareil, il a 3 manas de sa réserve aussi, donc vous le rejouez au tour d'après, vous sécurisez à nouveau un côté. Bref, vous vous rendez compte que ce sont des choses qui vont permettre de conserver l'avantage, ou en tout cas de ne pas le perdre, ce qui est le plus important en fait dans cette partie axe impact dans la main de départ. Je voudrais ajouter un petit truc sur les cartes avec un gain de mana que je vais aussi classer dans l'impact dans la main de départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces cartes-là, vous allez vouloir les jouer assez tôt dans la partie, ce qu'elles vont vous permettre en fait de prendre un avantage sur le reste de la partie. Donc en fait, ces cartes-là, vous les voulez assez tôt dans la partie parce que plus vous les jouez tôt, plus leur effet va avoir d'effet en fait tout au long de la partie. Si vous gagnez un mana dès le tour 1, dès le tour 2 par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser, vous pourrez le réutiliser au tour 3, au tour 4, etc. C'est quelque chose qui va vous permettre de prendre un avantage global sur l'ensemble de la partie, et donc je vous engage fortement à essayer d'avoir ce genre de carte assez haut à l'intérieur de l'axe dans la main de départ, de l'axe d'impact dans la main de départ. Si vous tombez sur ce genre de carte, considérez-les avec assez d'importance de ce côté-là. Maintenant, on va parler du deuxième axe qui va être la valeur en cas de pioche ou de réapprovisionnement avec une main vide. Alors, donc ici, on va en fait parler très concrètement de ce qu'on appelle le top deck, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de carte où que ce soit et de juste piocher une carte à l'intérieur de votre paquet de cartes et d'espérer que ce soit la meilleure possible au moment où vous la jouez. En fait, pour ici, on va avoir besoin de cartes qui ont des coups de main ou de réserve qui sont assez modérés, mais quand même assez forts pour que quand vous les jouiez, elles aient de l'impact. Donc en gros, on va souvent chercher des cartes qui sont de 3, 4 ou 5 orbes de mana. Ce sont des choses qu'on va pouvoir jouer et qui éventuellement vont pouvoir mettre assez de pression. Puis si jamais vous les piochez en fin de partie, ce sera
pas trop handicapants, et en règle générale, vous n'allez pas les piocher en début de partie. En tout cas, en début de partie, vous pourrez vous en séparer pour en faire du mana. Donc c'est vraiment ce genre de statistiques qu'il faut cibler, 3, 4, 5. Au-delà, en fait, 6, 7 ou 8 mana sont d'excellents top decks, mais ce sont des top decks qui seront vraiment très bons qu'en fin de partie. C'est-à-dire que si vous piochez ça au tour 5, si vous piochez par exemple une Hydra Kaena au tour 5, bah, ce sera une bonne carte, mais que vous ne pourrez pas jouer tout de suite. Donc au final, bah, c'est pas une très bonne carte à ce moment-là précis. Deuxième chose, bien sûr, bah, c'est des statistiques. Là, ici, on va pas se mentir, on cherche quelque chose qui va avoir des statistiques, qui va permettre de soit sécuriser un côté, soit essayer d'anticiper pour le prochain tour. Bref, des choses qui permettent d'être costaud, soit d'un côté, soit sur le long terme. Là, en petit exemple sur le bord, je vous ai mis le pignon pugnace. C'est pas une excellente carte en termes de statistiques. Pour 4 mana, vous avez une 3-3-3. Mais en fait, vous l'avez sur 2 tours, ce qui va vous permettre en fait d'anticiper le tour suivant. C'est quelque chose que je classe quand même assez haut en cas de pioche ou de réapprovisionnement avec une main vide. Je suis absolument pas malheureux d'avoir un pignon pugnace à l'intérieur de ma main. La question qu'on va se poser, c'est si j'ai plus de cartes, est-ce que je suis content de piocher spécifiquement celle-ci? Il y en a plein des cartes comme ça à l'intérieur du jeu qu'on va pouvoir classer assez haut et des cartes assez inattendues, des cartes qu'on ne jouerait absolument jamais en format construit, mais qui prendront toute leur importance à l'intérieur des formats scellés ou draft, où ben, on peut se permettre de jouer des cartes un petit peu plus différentes et des cartes avec des statistiques. Ici, je vous ai mis par exemple la croupière. En fait, la croupière est excessivement forte parce que bah, si vous la piochez et vous n'avez rien d'autre, vous la jouez. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez une 0-4-4, ce qui est déjà assez correct pour 4 de mana. Et derrière, vous allez pouvoir ravitailler ou piocher une carte en lançant un dé. C'est excellent, ça va vous permettre de programmer un peu plus votre tour suivant. En règle générale, la pioche sur une pioche en main vide, lorsque vous piochez une carte et que cette carte vous permet de piocher ou de mettre en réserve quelque chose, de ravitailler quelque chose, effectivement, vous êtes très content de cette pioche. Donc c'est quelque chose que vous allez classer assez haut. Troisième axe, la carte peut-elle vous faire gagner une partie? Il y en a quelques-unes à l'intérieur de Altered qui vont vous permettre de mettre en difficulté votre adversaire. En gros, est-ce que la carte est une menace tellement grande que si l'adversaire ne la gère pas, il va perdre la partie? La deuxième chose que vous pouvez réfléchir, c'est est-ce que la carte a une particularité qui va rendre la partie bien plus difficile pour votre adversaire. Pour ça, il y a 2-3 autres cartes qui rentrent dans cette partie-là et qui vont compliquer la vie de votre adversaire. Et la dernière chose, c'est est-ce que c'est un sort ou un permanent qui peuvent être une condition de victoire. Alors là, effectivement, je m'adresse à 2 cartes bien spécifiques. C'est le petit pas bond géant que vous voyez sur le bord de l'écran actuellement et le Festival Lyra, qui est donc une condition de victoire à part entière, un petit peu plus compliquée, mais qui peut vous permettre de remporter une partie juste par la présence de cette carte-là. La question à se poser, c'est est-ce que je vais gagner une partie si je me base uniquement sur le fait de piocher cette carte-là? J'adore par exemple piocher et sélectionner les Hydra Kaena à l'intérieur de mes decks. Lorsque je fais du draft, pourquoi ça coûte quand même 7 mana? Mais en fait, cette carte-là, une fois que vous l'avez jouée en draft, vous avez quasiment sécurisé un côté pour le reste de la partie et votre adversaire va avoir un mauvais moment pour essayer de la gérer à partir du moment où vous n'avez pas pris trop de retard. Donc là, effectivement, on est dans des situations où cette carte-là va vous faire gagner à partir du moment où vous ne perdez pas déjà trop la partie. J'ai pas mis dans les exemples ceux dont je vous parlais précédemment, donc les cartes qui vont mettre en difficulté votre adversaire si jamais il ne les gère pas. Je parle ici par exemple de Sun Wukong. Sun Wukong, en fait, c'est une carte qui va être excessivement forte parce qu'elle revient de la réserve en permanence. Donc tout ça, ce sont des cartes qui vont être compliquées. Mulan, de la même manière, a ce genre de capacité de pouvoir revenir en permanence de la réserve en perdant Fugace. Et donc en fait, ça c'est des cartes qu'on va pouvoir rejouer de tour en tour en tour en tour et qui vont mettre en difficulté notre adversaire si assez rapidement ils n'arrivent pas à trouver une solution pour cette carte-là. Enfin, on va parler du dernier axe. Est-ce qu'une carte peut me sauver une partie? À l'intérieur de cette catégorie, on va pas se mentir, il y a énormément de sorts.
ou alors des cartes qui ont des effets de contrôle intégrés. L'un des effets les meilleurs pour sauver une partie, c'est l'effet sommeil. L'effet sommeil, en fait, il est excellent. Vous allez pouvoir cibler une créature, vous l'endormez, elle n'est plus efficace ce tour-ci. On trouvera peut-être une solution au tour d'après, mais en tout cas, ce tour-ci, on a sauvé notre partie, et donc on pourra y réfléchir un peu plus tard. La pioche ou le ravitaillement, c'est aussi d'excellentes cartes qui peuvent vous sauver des parties. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des solutions à l'intérieur du deck que vous pouvez piocher ou ravitailler, et donc si ça arrive, eh bien, vous pourrez tout simplement remporter la partie, ou en tout cas limiter la défaite de la partie. Et sachant que Altod a vraiment la capacité donc de jouer de jour en jour, c'est-à-dire que si vous perdez une journée, ben, rien n'est perdu, vous pouvez peut-être gagner la suivante et encore la suivante. Eh bien, perdre une journée, c'est pas grave à partir du moment où vous arrivez à limiter les dégâts. À l'intérieur de ça, donc bien sûr, j'ai classé l'intimidation qui est pour moi l'une des cartes les plus intéressantes pour sauver vraiment une partie. Si vous êtes en catastrophe et que vous avez des cartes à renvoyer à l'intérieur de la main de votre adversaire, c'est très fort. La moisson de mana, c'est l'une des top cartes que vous verrez en scellé. C'est très fort en fait, il y a très très peu de désavantages à jouer cette carte-là. La question qu'on va se poser lorsque on veut sauver une partie, c'est est-ce que je peux sauver un côté à un moment critique grâce à une carte. Ici, je vous ai mis deux autres exemples. Le marchand de sable, qui a un effet endormi sur une carte jouée de la main. C'est excellent, on va pas se mentir, c'est l'une des meilleures cartes pour sauver la partie. Ici, Toc, aussi en coûtant un peu plus de mana, vous permet de limiter l'avancée d'une autre expédition. En fait, ça peut tout simplement vous permettre de sécuriser une expédition et d'avancer sur votre expédition uniquement. Très très fort ici Toc, ça coûte beaucoup de mana, mais à certains moments, ça peut vous sauver une partie. Donc c'est une carte qu'il faut considérer. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la manière dont on va noter ces cartes. En tout cas, la manière dont moi je les note. En fait, je réalise des classements par étoile pour chacune des catégories. Pour chacun des axes, en fait, je vais leur donner une note à ces cartes, qui est une note, bien sûr, qui est absolument pas objective, elle est complètement subjective, elle est par rapport aussi au sentiment que j'ai de la carte. Et ce qui va être important, c'est de se dire que les cartes qui vont être fortes dans les quatre axes, elles sont excessivement rares. Et lorsqu'elles existent, elles vont être absolument sélectionnées dès le début dans les drafts, ou alors elles vont être intégrées à absolument tous les decks à l'intérieur du scellé. Donc en fait, il vous faut essayer de vous faire ce petit classement. À chaque fois que vous allez prendre une carte, eh bien, il faut vous dire quel est son impact dans ma main de départ, quelle est sa valeur si je la top deck, quelle est sa possibilité de me faire gagner une partie ou sa possibilité de me sauver une partie. Ici, le petit exemple de Ogun, à l'intérieur d'un scellé, est-ce qu'elle a de l'impact dans ma main de départ? En fait, pour 2, c'est quand même une 2-1-1. C'est pas dingo en termes de statistiques. Je risque de me faire rouler dessus assez facilement par d'autres cartes. C'est pas catastrophique, mais c'est vraiment pas bon. Moi, je ne classe pas ça plus de 1 étoile. Ensuite, on a la valeur en cas de pioche ou de réapprovisionnement avec une main vide. Clairement, si je me retrouve en situation de main vide et que je pioche un Ogun, je ne suis pas content du tout. Je vais faire une sacrée grimace et il y a possibilité que je me retrouve en difficulté sur cette partie-là. Est-ce qu'elle peut me faire gagner une partie? Bien sûr que non. Ogun, il y a peu de chances que ça me fasse gagner une partie. J'aurai jamais assez de robots à l'intérieur d'un deck de draft ou d'un deck de scellé pour arriver à générer suffisamment de menaces, donc il y a peu de chances que ça me fasse gagner une partie, et ça ne me sauvera probablement pas une partie non plus. Je vais prendre un autre petit exemple, Cernunnos, qu'on a déjà vu précédemment. Donc ici, son classement, bien sûr, va être un petit peu différent. Moi, c'est une carte que j'évalue excessivement forte. Déjà, son impact dans la main de départ, il est énorme. Avoir pour 3 une 4-4-4, c'est excellent. Vous allez rarement pouvoir trouver des meilleurs deals que ça, et donc on se jette sur cette opportunité. La valeur en cas de pioche ou de réapprovisionnement avec une main vide, elle est énorme. Je pioche un Cernunnos, j'ai rien dans ma main, je me dis chouette, c'est déjà pas mal, 4-4-4, je vais arriver à faire quelque chose avec. C'est pas parfait, c'est pour ça que ça n'a pas 5 étoiles mais 4 étoiles, mais on est sacrément content d'avoir ça. Est-ce qu'elle peut me faire gagner une partie?
Bah, peut-être, sur certains moments où on va être peut-être dans des situations où il faut mettre des statistiques d'un côté, elle peut me permettre de pousser fort et peut-être de remporter une partie. C'est pas elle toute seule qui va me faire la partie, mais ça reste une très bonne carte. Est-ce qu'elle peut me sauver une partie? Oui, de la même manière. Au moment où je peux me retrouver en face d'un adversaire qui pousse très fort d'un côté, avoir la possibilité de poser 4 statistiques pour 3 dans un côté, ça peut me sauver une partie. Donc elle est quand même assez bien classée. On va continuer par exemple avec le monolithe. Je prends cet exemple car le monolithe en fait c'est une carte qui est vraiment jouée dans énormément de decks. Et en fait je vais vous montrer la manière dont moi je le classe. Son impact dans la main de départ il est mauvais. On veut pas vraiment de cette carte là dans la main de départ. Bien que en fait on la veut assez tôt dans la partie. Donc on va dire qu'il n'a pas d'impact dans la main de départ mais c'est quelque chose qu'on va vouloir quand même assez rapidement et qu'on peut garder dans sa main de départ en se disant bon bah tant pis ça va me priver d'une carte jouable, mais je fais un petit peu un plan sur le long terme. La valeur de pioche ou de réapprovisionnement avec une main vide, elle est catastrophique de cette carte-là. Vraiment, si vous piochez cette carte-là et que vous avez juste ça à jouer, vous êtes en larmes en face de votre adversaire, il n'y a rien à faire. Vous mettez juste 5 manas et puis vous passez et il se passe rien de plus et votre adversaire prend les deux côtés. C'est très catastrophique. Par contre, est-ce que cette carte peut vous faire gagner la partie? Oui, carrément. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous jouez cette carte-là, que vous arrivez à survivre jusqu'au moment où vous la jouez, les tours d'après vont être scandaleusement puissants pour vous parce que chaque carte que vous allez jouer va réclamer un boost de plus. Et donc forcément, mis bout à bout, plus vous allez jouer longtemps et plus vous allez mettre de pression sur votre adversaire grâce à cette carte-là. Est-ce que cette carte peut vous sauver une partie? Probablement pas, on va pas se mentir. Je lui ai mis une étoile, j'aurais pu lui en mettre 0. Et on en arrive en fait à une théorie que je voudrais vous exprimer, c'est le fait que c'est pas parce qu'une carte est excessivement mauvaise ou qu'elle n'arrive pas à obtenir de bons scores dans tous les axes qu'elle est mauvaise. Le monolithe, c'est typiquement classé comme une carte assez bonne lorsque vous faites du draft ou lorsque vous faites du CD. Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez aussi essayer de faire en sorte que votre deck contienne un petit peu de chaque axe. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir des cartes qui comprennent l'ensemble des axes, bien, il va vous falloir réfléchir à vous dire, bon ben, qu'est-ce qui peut me faire gagner une partie? Eh bien, ok, je vais ajouter cette carte-là spécifiquement, sachant qu'elle n'aura pas d'impact dans ma main de départ, pas de valeur de pioche, pas de possibilité de sauver une partie, mais une possibilité de me faire gagner la partie. C'est déjà une bonne chose. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas forcément chercher à avoir une carte qui soit avec 5 étoiles sur tous les axes. De toute façon, à mon humble avis, ça n'existe pas encore à l'intérieur de Altered. Mais vous pouvez aussi essayer de construire un deck avec un, deux ou trois axes vraiment très développés. Et si une carte vient combler un manque que vous avez remarqué dans un des axes, elle est parfaite, ajoutez-la à votre deck. On va faire un dernier petit exemple avec la Baba Yaga. Baba Yaga, vous le verrez assez rapidement, c'est une de mes cartes préférées lorsqu'il s'agit de faire du CD ou du draft. En fait, cette carte-là, dans la main de départ, elle est incroyable. Elle a des statistiques qui sont dingos. C'est une 3-2-2 pour 3. Vous jouez ça au tour 1. Un très bon effet qui va vous permettre de récupérer une carte et donc d'autres opportunités, d'autres possibilités pour les tours suivants. Bref, quelque chose d'excellent. C'est aussi très très bon si jamais vous le piochez avec une main vide. Pourquoi? Bien sûr parce que vous jouez ça et vous avez une carte de plus derrière que vous allez potentiellement pouvoir jouer. Est-ce qu'elle peut vous faire gagner une partie? Peut-être, c'est pas dit, mais effectivement, elle peut contribuer à vous faire gagner une partie. C'est pourquoi je la mets à 2 étoiles. En fait, si vous arrivez en fin de partie et que vous avez la possibilité de piocher une carte de plus, bah, ça peut faire la différence. Est-ce que cette carte peut vous sauver la partie? Assurément, il n'y a aucun doute là-dessus. Baba Yaga, c'est le genre de carte que vous pouvez jouer en vous disant, bon écoutez, je vais aller chercher quelque chose dans mon deck peut-être qui va améliorer la situation actuelle. Bref, Baba Yaga, c'est vraiment une carte que vous voulez absolument à l'intérieur de vos scellés et de vos drafts. Une carte qui est excessivement forte. Maintenant, je vais finir sur cette partie-là, qui est la répartition des cartes idéales selon moi.
En fait, la répartition des sorts et des personnages en draft et en scellé, pour moi, elle devrait se faire à peu près avec les courbes que vous avez là. C'est-à-dire des sorts en quantité assez importante, mais pas non plus débordante. Donc entre 5 et 7 sorts, 5 et 8 sorts, c'est pas mal. Des permanents. Alors on a des decks qui fonctionnent très bien sans permanent, mais si vous arrivez à en avoir quelques-uns qui sont corrects, jouez-les, n'hésitez pas. Entre 2 et 4 permanents, vous êtes sur un deck qui est très correct. Les personnages qui doivent être en quantité importante à l'intérieur de votre deck, c'est la base. Vous devez avoir beaucoup de personnages à l'intérieur de vos drafts et de scellés. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans des situations délicates. Et enfin, un héros. Essayez toujours d'avoir un héros à l'intérieur de vos drafts ou à l'intérieur de vos scellés. C'est ultra important. Je vous ai déjà expliqué lors de la première vidéo pourquoi c'était très important. On y reviendra dans les prochaines vidéos. Je vous ferai un petit peu la tier list des personnages. Je vous expliquerai pourquoi certains héros sont bien plus forts que d'autres. Bref, une bonne composition moyenne, c'est 4 à 7 sorts, 2 à 4 permanents, 18 personnages ou plus et un héros. En fait, c'est quelque chose que je vous recommande. Vous pouvez légèrement dériver, avoir plus de sorts, moins de sorts, plus de personnages, un peu plus de permanence, selon ce que vous allez arriver à obtenir en termes de valeur, en termes d'axes, comme on en a discuté précédemment. Et donc, ça va vous permettre de construire le deck, le meilleur deck possible. Maintenant, une des choses que je voudrais vous montrer aussi, c'est la courbe des orbes. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez important, notamment dans le scellé. C'est un peu plus difficile à réaliser en draft, mais vous devriez aussi y porter beaucoup d'attention. En fait, ici, je vous présente trois decks qui sont des decks de construit, mais qui vont vous permettre de visualiser très bien qu'est-ce qu'on essaye d'avoir en termes de courbe de mana sur les decks actuellement. Et c'est aussi ce que vous devriez essayer de faire en scellé pour essayer de gagner le maximum de parties. Actuellement, il vous faut quelques cartes qui coûtent un mana, quelques cartes qui coûtent 2 mana, beaucoup de cartes qui coûtent 3 mana et quelques cartes qui coûtent 4, 5, 6 mana. Et ça doit être à peu près la même répartition lorsque l'on regarde la réserve. Donc ici, beaucoup de cartes à 1, 2 et 3 mana et quelques cartes éventuellement qui peuvent coûter plus. En fait, ici on est sur des decks qui sont très optimisés, mais il y a un deck que je trouve qui correspond parfaitement à ce qu'on voudrait voir à l'intérieur d'un draft et un deck qui correspond exactement à ce qu'on ne veut pas voir en draft. Et ça, c'est les deux decks que je voudrais vous montrer. Le premier, en fait, c'est ce qu'on appelle le zigzag. Alors, si vous ne connaissez pas ce deck de construit, je vous engage à aller regarder, c'est super intéressant. En fait, c'est un deck qui va vous permettre de focaliser d'un côté lorsque votre adversaire se focalise de l'autre côté. Et donc d'essayer de compenser lorsque votre utilisateur met trop de statistiques pour que vous puissiez compenser, eh bien vous allez essayer de compenser de l'autre côté. Et en fait, lorsqu'on regarde les statistiques de ce deck-là, on se rend compte que bah, finalement c'est quelque chose de ce type-là qu'on aimerait vraiment à l'intérieur du draft. Quelques cartes à 1, beaucoup de cartes à 2, quelques cartes à 3 ou beaucoup de cartes à 3, ça va dépendre un petit peu de ce que vous arrivez à avoir à l'intérieur de vos cartes. Des cartes à 4 qui vont vous permettre d'être d'excellents top decks, puis des cartes à 6, peut-être une ou deux cartes à 7, qui vont vous permettre en fait de dominer la fin de partie si jamais vous arrivez jusqu'à là. Ce que vous devez absolument essayer d'éviter, c'est ce qu'on appelle le deck plat. En fait, ici, vous avez à peu près le même nombre de cartes pour chacun des coups de mana. Ça peut être un piège d'essayer de se dire, bon, bah, je vais essayer d'avoir à peu près une répartition équivalente jusqu'à 7 ou 8 mana. En fait, sachez qu'à l'intérieur des drafts et des scellés, le plus important, c'est d'avoir des cartes qui vont coûter 1, 2 et 3 et d'avoir les cartes de 1 et 2 et 3 mana qui soient les plus puissantes possibles. Bien sûr, à l'intérieur de ça, on va ajouter aussi les meilleurs sorts possibles que l'on aura à l'intérieur de nos decks, et on aura normalement un deck de draft assez correct. Avec bien sûr la limitation de se dire que tout ça, il faut le réaliser avec 3 couleurs maximum, donc il y a des réflexions à faire à certains moments. Voilà en gros ce que je voulais vous présenter en termes de construction
de deck pour le scellé et pour le draft. C'est une base que vous allez même pouvoir utiliser à l'intérieur du construit, donc c'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez important à connaître. Donc je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos, pour notamment une petite tier list des héros, et puis on commencera aussi à parler véritablement des top picks lorsqu'il s'agit de faire du scellé ou du draft sur le 7-1.